chronique Vrai ou Faux avec cette propagande russe qui n'est pas dirigée que vers l'extérieur. Elle est aussi présente dans la société russe. Ça va vous intéresser, Anna Colin-Lebedev. Vous vous êtes intéressée, Léa, à cette désinformation qui vise notamment à réhabiliter l'image de Joseph Staline auprès des jeunes. Oui, un exemple assez parlant qui a été repéré récemment par le journaliste Paul Gogo. C'était le 15 juin dernier dans la ville d'Ekaterinbourg, la 4e ville de Russie. Une association éducative a organisé un festival pour les enfants avec des cours d'éducation patriotique. Et pendant cet événement, une chercheuse en histoire a proposé aux enfants de jouer à vrai ou faux. Alors forcément, nous, ça nous a beaucoup intéressés. À un moment, elle leur parle de la Grande Terreur, aussi appelée les Grandes Purges, une période de répression politique massive et violente entre 1937 et 1938. Écoutez-la. Ces répressions ont été lancées sur ordre de Staline. Vrai ou faux? Faux. Je pense que c'est unanime, on est tous d'accord. Je suis contente que vous le sachiez. Donc ici, elle dit que c'est faux, que les purges n'ont pas été ordonnées par Staline. Or, les témoignages et les archives sur lesquels s'appuient les historiens montrent sans aucun doute possible que Staline était bien aux commandes de ces purges et qu'il en connaissait les étapes et donnait son accord pour les purges les plus importantes. Donc l'idée ici, c'est de réhabiliter l'image de Staline, quitte à apprendre de fausses informations aux enfants en cours d'histoire. D'ailleurs, à la fin de ces jeux, les enfants ont pu repartir de ce festival avec un petit cahier d'écolier avec la figure de Joseph Staline sur la couverture. Et cette volonté de réhabiliter Staline, elle ne date pas d'hier. Alors non, je vais vous montrer effectivement d'autres exemples. Il y a notamment des statues de Staline qui ont été inaugurées en Russie. Et le mois dernier, c'est un monument qui a été dévoilé dans le métro de Moscou. On voit Staline entouré d'hommes et de femmes et d'enfants qui tiennent des fleurs. Mais globalement, c'est dès sa prise de pouvoir dans les années 2000, au début des années 2000, que Vladimir Poutine commence à utiliser des fausses informations pour redorer l'image de Joseph Staline. Des manuels scolaires, par exemple, sont entièrement réécrits. Staline y est présenté sous un jour plutôt favorable. Regardez, Staline fut une figure politique considérable dans l'histoire russe et mondiale. Il a réussi à construire un État fort et à l'élever au rang de superpuissance, sans mention négative le concernant bien sûr. Cette propagande, après, elle est plutôt efficace, puisque l'Institut de sondage Levada a publié cette étude en avril dernier. On demande à la population russe quelles sont les personnalités les plus marquantes. Vous voyez que Joseph Staline arrive en premier, devant même Vladimir Poutine, ce qui pour le coup paraît assez étonnant. Bien sûr, il faut prendre ce sondage avec quelques précautions. On ne sait pas à quel point les personnes interrogées ont pu répondre librement. Par exemple, est-ce que quelqu'un aurait osé citer comme personnalité préférée Alexeï Navalny? C'est pas sûr. En tout cas, il semble bien qu'il y ait une partie de la population russe qui aujourd'hui considère que le rôle de Staline a été plutôt positif dans l'histoire du pays. Vrai ou faux? Merci beaucoup. Léa, je vous fais réagir. Vous n'êtes pas surprise? C'est sidérant de voir ces chiffres quand même. Glorifier Staline par Poutine. Alors oui, c'est très surprenant. En même temps, on est dans la continuité de ce qu'est la politique de l'État russe. Et je ne parle pas du tout de la propagande. Je parle de l'idée de nier toute responsabilité de l'État. Et donc toute période noire de l'histoire, de présenter en fait l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie comme une succession d'étapes où en fait la Russie a été glorieuse, la Russie a été grande, et si les violences ont été exercées, les violences ont été justifiées. Donc en fait on est dans la construction d'un récit dans lequel la Russie en guerre aujourd'hui s'inscrit parfaitement. Je voudrais qu'on parle de l'Ukraine à présent, Anna Colin-Lebedev. Il faut partir quand même de l'actualité, puisqu'il y a eu des bombardements, on va voir les images, bombardements russes qui ne faiblissent pas sur l'Ukraine. Au moins 30 morts à Kiev dans la nuit de lundi à mardi. Il y a eu d'autres bombardements aujourd'hui, attaque de drones à Odessa, au moins 1 mort et 14 blessés. Très peu en parle. Comment ils vivent? Vous avez beaucoup de contacts en Ukraine et c'est d'ailleurs à partir de contacts de soldats, d'associatifs, d'activistes en tout genre que vous écrivez votre dernier livre. Comment ils vivent? Est-ce qu'ils s'inquiètent? Est-ce qu'ils se désolent d'être un peu abandonnés, d'être éclipsés par l'attention médiatique? Je reviens d'Ukraine il y a une vingtaine de jours, où j'ai passé un moment aussi où il y avait des bombardements relativement intenses sur les villes et notamment sur Kiev. Il y avait aussi eu des victimes à ce moment-là. Alors c'est vrai que les Ukrainiens ont l'habitude en fait d'être victimes des fluctuations de la tension internationale, et ce depuis 2014. N'oublions pas cette longue période entre 2015, le cessez-le-feu de la guerre dans le Donbass, les accords de Minsk II et l'agression de février 2022, années pendant lesquelles en fait
l'Ukraine était extrêmement absente Totalement, des médias. Et les reporters, par exemple, français qui étaient présents sur place avaient beaucoup de mal à vendre d'ailleurs des sujets aux rédactions françaises, et ça a été le cas un peu partout en Europe. Mais aujourd'hui, que tout le monde se demande si oui ou non Donald Trump va intervenir en Iran, est-ce qu'ils craignent qu'il y a une forme d'arbitrage avec l'aide en militaire, l'aide en renseignement ou pas vraiment de la part des Américains? Les Ukrainiens sont lucides par rapport à ce qui se passe, l'actualité internationale, aussi les étapes que les partenaires occidentaux ne sont pas prêts à franchir, la situation des États-Unis, ce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui. Donc ils anticipent la difficulté et se préparent d'ores et déjà à ces difficultés. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on décide à leur place. Ça, c'est sûr. Et ça, on le comprend parfaitement en lisant votre livre. Voilà. C'est eux qui décident de leur destin. 3 ans après le début de la guerre, l'Ukraine, que l'on disait vaincue en 3 jours, résiste toujours malgré les difficultés militaires sur le terrain. Comment l'expliquer? Au fond, c'est la question de votre livre. Comment fait-on face à une agression quand on n'a ni la meilleure armée, ni la puissance économique et politique, ni un État solide? Et pour répondre à cette question, pour comprendre comment cette résistance ukrainienne s'est construite, il faut remonter à 2014 et même à Maïdan, la révolution de Maïdan. Expliquez-nous pourquoi c'est important, si important, de commencer à, presque avant la guerre contre la Crimée et le Donbass, pour comprendre la résistance ukrainienne d'aujourd'hui. En fait, si vous interrogiez un Ukrainien, il vous dirait qu'il faut remonter bien plus loin. Notre résistance contre Moscou est là plus d'un siècle, voire beaucoup plus. Mais c'est vrai que moi, en tant que sociologue qui travaille sur le contemporain et qui observe ce qui se passe sur le terrain, j'ai observé avec d'autres collègues un véritable basculement à ce moment-là. Un basculement qui est double. D'un côté, on sort d'une révolution pro-européenne, une révolution dirigée contre l'idée que l'Ukraine devrait être un féodé à la Russie, qui était portée par le président qui était en place. Donc, une sortie de révolution, c'est un changement de pouvoir, c'est toujours un petit peu de trouble, etc. Et en même temps, la Russie en profite pour annexer la Crimée d'une part et pour nourrir, alimenter et intervenir directement. À quoi elle ressemble, la société ukrainienne, à cette période-là? Et à ce moment-là, la société ukrainienne, en fait, dans cette révolution déjà, avait pas mal changé en s'organisant, en fait, portée par le succès d'une révolution. Mais je pense que ce qui change surtout, c'est ce sentiment de menace. Ce sentiment de menace qui fait que des citoyens qui, certes, s'étaient engagés dans une mobilisation très grande sur la place publique, voient leur vie basculer complètement, ne reviennent pas dans cette société. Alors, c'est vrai que je la décris, on a un État qui est plutôt défaillant, des services publics qui marchent pas très bien, une économie où, en fait, les citoyens ne sont pas du tout sûrs d'être soutenus. Donc, chacun se débrouille, et ce, depuis des dizaines d'années, depuis la fin de l'époque soviétique. Donc c'est une espèce de société qu'on a décrit comme véritablement individualisée, portée par des personnes qui n'étaient intéressées que par leur destin personnel. Avec une très grande défiance vis-à-vis des institutions. Et une très grande défiance vis-à-vis des institutions. Et c'est là, en fait, tout le paradoxe. C'est-à-dire que, oui, on a une révolution parce que les gens sont défiants vis-à-vis du président en place, mais en réalité, ce qu'on constate derrière, c'est qu'une défiance à l'égard d'un président ne signifie pas la volonté d'abandonner la politique, etc. Mais au contraire, ça va porter un fort engagement. Puisqu'on a renversé un pouvoir qu'on jugeait indigne, eh bien, on va construire quelque chose de digne. Et la société va faire armée. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'à l'époque, donc 2014, 6000 soldats dans l'armée, c'est rien du tout. Alors, c'est pas 6000 soldats dans l'armée. L'armée, en réalité, compte... elle est beaucoup plus nombreuse. On est aux alentours de 200 000 hommes. Mais c'est une armée qui est sous-entraînée, qui n'est pas financée, qui est corrompue. Et donc, on estime que si on devait mettre des hommes sur le front, eh bien, il y en aurait 6000 qui seraient équipés et entraînés pour combattre. Et donc, il y a des bataillons volontaires, autogérés, qui vont s'organiser, des gens qui n'ont jamais véritablement combattu. Et c'est là qu'on est dans quelque chose de très émouvant, en fait. C'est à la fois du système D, de briques et de broc, et en même temps, ce sont des citoyens qui créent du commun et qui, au fond, vont modifier l'armée si défaillante pour en faire quelque chose de complètement nouveau, pas du tout fermé, complètement ouvert sur la société. Expliquez-nous ça. Alors, c'est un processus que je décris, mais qui est long et en fait que j'ai observé entre 2014-2015 et l'agression à grande échelle. On a des citoyens qui considèrent que leur État n'est pas capable de les défendre, que l'armée n'est pas puissante, que l'État n'est pas bien organisé, que les forces de l'ordre, on ne sait pas trop où va leur loyauté. Et donc, ils vont prendre les armes eux-mêmes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière va s'organiser toute une infrastructure, alors à la fois pour approvisionner l'armée,
blessés, pour acheter les casques et gilets pare-balles, pour amener de l'alimentation au front, pour prendre en charge les blessés, pour prendre en charge les vétérans. Tout ça, ça va être fait par la société civile parce que l'armée n'est pas capable de le faire. Mais en fait, une fois que les gens ont fait ça, ils ont la sensation d'avoir réussi à construire quelque chose qui tient, quelque chose qui fait ce commun que vous avez évoqué, qu'ils ne veulent pas abandonner. Et donc, par exemple, lorsque l'intensité des combats diminue et que ces gens, les anciens combattants retournent chez eux, ils disent l'armée, on va la transformer. Ou alors l'État, il faut qu'il devienne plus efficace. Et donc, continue, alors soit dans des structures associatives, soit au sein des forces armées ou au sein des ministères et des institutions étatiques. Ils s'engagent. À pousser des réformes, ils s'engagent, ça clash. Il y a des conflits en permanence, parce que la culture un peu autogéré de l'ONG ou du bataillon volontaire et la culture, par exemple, très militaire de l'armée, ça rentre en conflit. Et mine de rien, en fait, de conflit en conflit, d'apprentissage en apprentissage, se construit cette armée que nous avons en février 2022 et qui, en fait, n'a rien à voir avec celle de 2014. Vous avez travaillé en sociologue, vous avez rencontré, évidemment, pas sur le front, mais ce qu'on appelle l'arrière, c'est-à-dire les Ukrainiens qui, justement, approvisionnent, travaillent, se rendent utiles. Pourquoi la question qu'avez-vous décidé de faire ce jour de février 2023 avec l'invasion russe est si importante, même si elle est douloureuse, parce qu'on n'est pas tous forcément à la hauteur de la réponse. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'avoue que je pose souvent une question qui, au fond, ne semble pas avoir une grande utilité dans mon enquête, mais je demande toujours aux gens, et le matin du 24 février 2022, de l'agression russe, vous avez fait quoi? Alors, d'une part, vous voyez, un peu par le haut, ça me permet de mesurer, en fait, à quel point les différentes personnes étaient prêtes à la guerre, c'est-à-dire avaient anticipé de ça, ce qu'il y aurait à faire, quelles seraient leurs priorités, où est-ce qu'il serait le plus utile, est-ce qu'on s'engage dans la guerre à ce moment-là ou pas. Et énormément de personnes, en fait, immédiatement savent qui vont rechercher l'endroit où ils vont être le plus utiles à la défense, et c'est pas forcément une arme à la main. Mais c'est vrai que derrière cette question, il y a aussi quelque chose d'extrêmement humain, c'est-à-dire l'agression à grande échelle. Les Ukrainiens avaient beau être préparés, c'était de l'inimaginable, c'était de l'inconcevable. Et donc lorsque l'inconcevable arrive, qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'intérieur de soi? Comment est-ce qu'on prend la décision la plus grave, sans doute, qu'on a à prendre dans le cours de sa vie? Et en sociologue, la réponse à la question, c'est au fond, là où je serais le plus utile, ce qui n'est pas forcément en Ukraine, vous arrivez à décrire des ressorts de cette société qui se construit et qui apporte à ces institutions. C'est absolument passionnant. Ces anonymes qui livrent au péril de leur vie des bouteilles d'eau, du papier toilette aux soldats au front, qui montent des cagnottes en ligne, vous racontez ça, pour acheter des gilets pare-balles, qui organisent la réinsertion des vétérans. Évidemment, les reporters de France Télé ont documenté également tout cela dans leur reportage. L'ingéniosité sur le terrain avec la fabrication artisanale de drones. Regardez cette séquence d'un reportage du GUET. Exceptionnellement, un fabricant a bien voulu nous ouvrir les portes de son usine, quelque part en Ukraine. Depuis le début de l'année, à la demande des militaires, Yuri produit des drones à fibre optique. Chaque mois, 100 000 km de câbles arrivent de Chine. Ça reste très simple. Un petit modèle avec 5 km de câble, par exemple, coûte $500. Et c'est suffisant pour détruire un char qui vaut 6 à 7 millions de dollars. En manque d'armement lourd, les Ukrainiens sont devenus les maîtres de la guerre low cost, où des armadas de drones se battent sur le front. Ce seul fabricant en livre 4000 par mois. Voilà, Anna Colin-Lebedev. Ce sont des réseaux, au départ un peu au système D, qui se sont professionnalisés. Oui. Pour cette guerre. Et effectivement, là c'est pareil. Enfin, le fait de revenir pour moi sur le terrain entre 2015, 2022 et aujourd'hui 2025, ça me permet de voir aussi cette transformation-là, c'est-à-dire des petits groupes qui, petit à petit, en fait, vont identifier quelle est leur compétence, la compétence où ils sont les plus utiles, quitte à en changer d'ailleurs au fur et à mesure des adaptations nécessaires sur le terrain, et puis qui vont se professionnaliser de plus en plus, conduire des sortes d'études de marché, avoir du personnel ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tant, je dirais, la professionnalisation, c'est pas une idée d'avoir un salaire, etc. C'est que des compétences complètement civiles, en fait, sont mises au service de la conduite de la guerre. Parce que quand on a une usine de drones, il faut un logisticien, il faut un marketologue, il faut tout ça, quoi. Donc, il faut aussi du personnel qui gère les ressources humaines. Et donc, en fait, chacun va se poser la question, quelles sont mes compétences que je peux mettre au service de l'armée. Et donc, c'est une dynamique civile et c'est une
dynamique populaire. C'est pas du tout la grande muette, l'armée ukrainienne. Au contraire, elle est ouverte, elle bavarde et il y a beaucoup d'allers et retours en fait entre l'arrière et le front. C'est très important. Et ça, Zelensky, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il n'a pas pu l'ignorer. Au fond, il a dû l'accompagner, ce mouvement. C'est ça aussi sa réussite, d'avoir compris ça. Oui, tout à fait. Je pense que Zelensky, il a représenté cet Ukrainien ordinaire qui finalement, avec très peu de ressources, et Donald Trump nous l'a dit avec une grande force, vous n'avez pas les cartes en main, avec très peu de ressources, tient. Mais tient aussi parce qu'il sait, voilà, il sait se débrouiller. Hein. Et effectivement, on a ces Ukrainiens ordinaires. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que comme en fait l'armée ukrainienne a mobilisé énormément de civils pour pouvoir conduire cette guerre, les effectifs ont augmenté. Eh bien, l'armée est aujourd'hui composée en très grande partie de civils. Et la moyenne d'âge est de 40 ans. Oui. C'est un choix aussi qui a été fait par ce pays, pas seulement par l'armée. Le choix de quoi précisément ? De préserver la jeunesse ? Comment l'expliquer ? Vous avez une donnée démographique, c'est-à-dire que la jeune génération est une génération extrêmement creuse en Ukraine, du fait des années 90 où la natalité était très faible. Donc les générations les plus nombreuses sont les 40-50 ans aujourd'hui. Mais il est vrai qu'il y a eu un choix aussi à la fois pour les hommes de cet âge-là d'aller s'engager et comme les journalistes les témoignages que les journalistes ont recueillis, beaucoup d'Ukrainiens disent en réalité, moi je ne veux pas sacrifier mes enfants sur le front aujourd'hui. Alors certes, ils auront peut-être à combattre demain en tant qu'officiers dans l'armée ukrainienne de demain. Mais aujourd'hui, s'il faut aller sur le front, il vaut mieux que ce soit moi qui ait une expérience. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que précisément, ils courent peut-être pas très vite, ils sont peut-être pas très forts physiquement, on leur reproche beaucoup ça, mais ils ont d'autres compétences qu'ils ont acquises au cours de leur vie professionnelle. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher à contourner des problèmes et à innover. Et c'est parce qu'ils ont 40 ans, en fait, qu'ils ont aussi cette capacité d'innovation. Oui, et sur le sentiment national, vous en parlez aussi au fond, cette résistance ukrainienne où toute la société civile participe à la survie du pays, ça a créé un puissant patriotisme. On est passé de l'individualisme d'avant 2014, un peu des individus atomisés, à un collectif fier de combattre pour son pays. Alors c'est vrai que dès 2014, les Ukrainiens ont réalisé tout d'un coup qu'ils avaient quelque chose à défendre. Et ce quelque chose était complètement dilué en fait en temps de paix, parce qu'en temps de paix, on pense au petit chez soi. Et lorsque en fait votre voisin vous agresse militairement en disant vous n'existez pas, vous devriez juste être absorbé dans le territoire de la Fédération de Russie, eh bien ça éveille effectivement la conscience d'appartenir à une nation. Mais je pense que c'est effectivement les succès aussi de la résistance qui font que les Ukrainiens aujourd'hui, oui, ils ont cette fierté en fait d'être combattants. À la fois, ils veulent que la paix arrive, et ça, je le dis, je le soulignerai autant que nécessaire. Ils veulent tous ardemment que la guerre s'arrête. Il y a une lassitude ou pas des combats ? Il n'y a pas une lassitude. La lassitude, elle est pour nous. Nous avons la capacité d'être là. Eux, ils peuvent être épuisés. Ils peuvent être désespérés par moments, mais en même temps, ils considèrent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas de la lassitude qui se met en place. Ça, c'est autre chose. Il y a plein d'exemples absolument fantastiques. On apprend aussi qu'il y a des associations, par exemple, végétariennes, qui considèrent qu'il n'y a pas de petits sujets. Ça touche au quotidien, voire à l'intime. Racontez-nous cette femme que vous rencontrez qui livre des repas notamment. En fait, oui, vous avez des civils qui s'engagent dans l'armée, et donc les civils aujourd'hui urbains, on est tous divers, et certains vont avoir par exemple un attachement très fort au végétarisme, vont vouloir avoir des repas véganes, ils se retrouvent dans l'armée, et vous avez des associations qui disent il n'y a pas de raison. En fait, il faut rester soi-même, même lorsqu'on combat pour son pays, donc c'est important de livrer des rations véganes sur le front, et donc ils vont élaborer des rations véganes qu'on peut conserver, les livrer sur demande. Les soldats laissent sur un site internet en fait une demande, et puis ils reçoivent leur ration alimentaire. Alors pourquoi ? Précisément parce que la vie ne s'arrête pas, les débats ne s'arrêtent pas, la problématique de société ne s'arrête pas, et la société qui combat, c'est une société moderne, urbanisée, qui a aussi des habitudes et des attachements et des valeurs. Donc il y a un fort catalyseur qui a été évidemment cette invasion russe, même si jamais il faudra penser que c'est un mal pour un bien, aucune guerre n'est bonne en elle-même. Parlez-nous des femmes
femmes dans l'armée. Là encore, ça commence dès 2014. Là encore, ça commence dès 2014. Alors avant, dans l'armée, vous avez beaucoup de femmes, mais elles sont surtout à des positions administratives ou médicales. Ce qui se passe en 2014, c'est que les femmes partent au front à égalité avec les hommes. Elles ne savent pas forcément combattre, mais les hommes non plus. Donc quelque part, il n'y a pas de différence. Et les revendications féminines et féministes qu'il y a en fait dans l'Ukraine dans ces années de guerre dans le Donbass, c'est intégrez-nous à égalité avec les hommes, mettez-nous à des positions combattantes, reconnaissez notre statut de vétéran. Et donc l'armée s'est aussi féminisée. Elle s'est pas juste féminisée comme ça superficiellement. Il y a eu véritablement une volonté d'intégrer les femmes, même si bien évidemment aujourd'hui, et ça fera partie des débats d'avenir de la société ukrainienne, les femmes ne sont pas mobilisables. Donc elles sont dans une situation un petit peu différente des hommes, c'est-à-dire que lorsqu'elles partent combattre, c'est leur choix. Elles ne peuvent pas, ce n'est pas leur devoir, c'est quelque part un don qu'elles font à leur pays. Et pour autant, malgré ce don à leur pays, vous refusez de parler de courage. Pourquoi la sociologue considère que ça n'est pas suffisamment pertinent pour comprendre la société, la sonder, la mesurer? Alors, dire que les Ukrainiens ne sont pas courageux, je ne dirais jamais ça. Ils le sont. Ils sont incroyablement courageux. Mais pour moi, qui veut comprendre, en fait, le courage n'est pas une explication. Voilà, ils tiennent parce qu'ils sont courageux, mais c'est ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire, il faut expliquer les ressorts de ce courage et ce qui rend en fait ce courage possible, hein, à la fois individuellement, quel est le chemin individuel que l'on parcourt pour être capable de s'engager dans le combat, et aussi collectivement, quelles sont les structures qui ont été construites petit à petit dans la société et qui ne se limitent pas à l'armée, qui font que quand on veut s'engager, on ne se sent pas tout seul. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur la Russie également. Vous êtes russe vous-même. Vous avez travaillé sur les mères de soldats. En Ukraine, c'est l'opposé. On montre les visages des morts au combat. On leur donne une histoire, on les célèbre. On va regarder cet extrait d'un reportage d'Anaïs Anquet et Valérie Lucas, hommage aux soldats morts au front. Regardez. Les héros ne meurent jamais. Véronica est venue pour honorer la mémoire de l'un de ses meilleurs amis. Mobilisé au début du conflit, il a été tué sur le front. Ça fait mal, très mal. Tellement de gens sont morts. Des militaires, mais aussi de simples civils qui voulaient juste vivre leur vie. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment. Comme partout en Ukraine, les visages des soldats tombés sur le champ de bataille sont affichés sur d'immenses panneaux. De la guerre, de ces morts, est fondamentale en Ukraine. On a même vu dans un reportage de Maryse Burgot les Ukrainiens s'agenouiller. Absolument, j'ai vu aussi une scène comme ça, j'ai assisté à des scènes de gens qui sortent de leur voiture et qui voient quand ils voient passer un cercueil. Ça aussi, c'est la société ukrainienne. Alors, ne pas oublier, c'est une société les destins, les histoires. C'est une société qui accepte la douleur et qui accepte aussi d'en parler et de dire à quel point cette guerre est douloureuse. Donc en fait, accepter de parler de quelque chose qui est aussi terrible, c'est commencer à soigner en fait cette plaie. Et c'est vrai que vous avez évoqué la Russie. Eh bien, en Russie aujourd'hui, on est dans un phénomène d'occultation complet. Et je ne pense pas que les Russes seraient moins sensibles en fait aux pertes humaines que ne le sont les Ukrainiens. Comment la société russe supporte ça? Ne pas donner de nom, ne pas savoir, ne jamais parler des morts qui se comptent par centaines de milliers, voire plus. Comment c'est possible de supporter ça? Alors déjà, le pouvoir en fait maintient une sorte de chape de plomb sur l'information qui circule là-dessus. Donc oui, vous avez un cercueil qui revient dans un village, mais au-delà de ce village, personne ne sera au courant. Par exemple, là où en Ukraine, on rend public, on rend hommage, on affiche les biographies des personnes. Et puis, je pense qu'il y a, n'étant pas psychologue, en réalité, c'est juste une hypothèse, mais il y a un mécanisme de défense aussi. C'est-à-dire que c'est tellement insupportable pour les Russes aujourd'hui, qui se doutent bien, en fait, qu'ils perdent énormément d'hommes au front, qu'on préfère, en fait, ne pas le voir parce qu'on ne peut rien y faire. Et ça aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer dans la société russe qui sera lourd. Que vous disent les Ukrainiens sur leur avenir? Qu'est-ce qu'ils attendent profondément de nous, Européens?
Ils attendent qu'on réalise qu'ils sont en train de nous défendre. Ça, je pense que c'est très important pour eux. Ils pensent qu'on ne l'a pas assez bien compris. Ils pensent qu'on ne comprend toujours pas en réalité qu'ils sont en première ligne face à une menace qui nous concerne également. Et ils attendent du soutien, évidemment. Et le soutien militaire, on n'en a pas parlé parce qu'en tant que sociologue, je suis incompétente. Mais il est absolument crucial pour pouvoir entretenir cette résistance et la rendre possible. Merci beaucoup. Anna Colin-Lebedev, il faut lire ce petit livre qui fourmille d'anecdotes, mais c'est aussi un travail de chercheur, de sociologue en profondeur. La force des faibles, Ukraine, on comprend comment, avec une société, on peut soulever des montagnes, une société qui se construit et qui réalise sa force à partir de ses faiblesses. Merci infiniment. Merci à vous d'être passé.